Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'intelligence peut-elle vraiment être artificielle? Avec nous, le réalisateur Jean-Stéphane Bron pour son nouveau film 5 nouvelles du cerveau, qui sort en salle aujourd'hui en France, et le neuroscientifique Alexandre Pouget, professeur à l'Université de Genève, qui a participé à ce film documentaire. Alors Jean-Stéphane Bron, vous le connaissez peut-être déjà à travers sa filmographie. C'est un film d'abord sur le génie génétique, le génie helvétique, c'était le titre de ce premier film, un autre sur le leader populaire suisse, l'expérience Blocher, Cleveland contre Wall Street sur la crise des subprimes, ou encore l'opéra, le nôtre, qui montrait les coulisses de notre institution, côté lyrique principalement. Dans ce nouveau film, il part explorer les frontières entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle à la rencontre de scientifiques. Alors pourrons-nous demain répliquer le cerveau humain sur ordinateur, le connecter à des machines? Est-ce que le cerveau artificiel sera supérieur à celui des humains jusqu'ici? Quelle est notre spécificité au fond? Bonjour à vous, Jean-Stéphane Bron. Bonjour. C'est toutes ces questions que vous déployez et explorez dans ce film documentaire. À nos côtés également, Alexandre Pouget. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être venu assumer les partis pris du réalisateur aujourd'hui et donner un peu de scientificité, ou je ne sais pas comment dire, de vérité scientifique à ces propos qu'on va tenter d'élaborer ensemble. Comment ce film a pris forme dans votre cerveau, à vous, de réalisateur Jean-Stéphane Bron? Par quelle connexion neuronale? Moi, je suis très heureux d'être avec Alexandre Pouget aujourd'hui parce que, on peut faire sur des sujets comme ça, qui sont un peu des hyper-sujets, on va dire, très très vastes. Et on peut lire très longtemps, rester chez soi, se documenter, mais à un moment donné, il faut commencer. Enfin, c'est un documentaire, donc il faut se confronter à la réalité. Et là, en l'occurrence, je pense que le point de départ, c'était la rencontre avec Alexandre, qui m'a assez dérouté, ébranlé par rapport à ce qu'il me racontait de l'avenir de notre cerveau. Il y avait, je pense, aussi une part assumée peut-être de provocation. Il faudra lui poser la question. Mais donc ça, c'était un peu le point de départ. Cette rencontre-là, une discussion. Et puis ensuite, lui, il travaille sur le cerveau biologique, donc il fait des neurosciences. Puis quelques temps plus tard, il me dit, mais j'ai un fils, en fait, qui lui, travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est étudiant à Oxford. Et je me suis dit, mais voilà, je tiens quelque chose, en fait, dans ce dialogue. Je me disais, c'est intéressant que la science, on ne l'aborde pas à travers un discours, mais à travers des dialogues, en fait, quelque chose qu'on s'approche d'une vérité, enfin quelque chose qu'on questionne tout le temps, à l'intérieur de chacune de ces nouvelles, il y a un questionnement. Et c'était un peu la matrice de toutes les autres histoires. Voilà, cette première histoire. Oui, parce que votre fils a la bosse des maths, mais il est plus philosophe que vous. C'est presque un poète de la matière. Et vous avez ensemble des discussions qui sont assez fascinantes, où vous incarnez étrangement deux générations. Mais on n'aurait pas pensé que vous incarniez celle où vous êtes, en tout cas ce discours-là, et lui, ce qu'il dit aujourd'hui. Au fond, il semble plus inquiet que vous, plus prompt à freiner un peu ces évolutions, de cette quête de découverte et de savoir, par peur qu'elle se débride et qu'on ne la maîtrise plus. Oui, tout à fait, mais ça fait depuis qu'il est tout petit qu'on a des discussions. C'est vraiment c'est un gamin qui s'interroge depuis très longtemps. Et je pense qu'il a une position un peu différente de la mienne aussi, en réaction par rapport à mes certitudes sur l'intelligence artificielle et la manière dont elle va évoluer. Donc je pense qu'il a trouvé ses propres idées. Et puis évidemment, effectivement, je pense qu'il a des qualités de philosophe nettement supérieures à son père. 5 histoires, 5 chemins de pensée dans ce film documentaire, Jean-Stéphane Bron, pour un état des lieux de la recherche scientifique en matière d'intelligence et pour en questionner les enjeux avec la conscience comme fil rouge. On y retourne. Dans un ordinateur, l'information est codée sous forme de 1 et de 0. Et chez nous, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un code, un principe mathématique qui organise nos pensées? En tant que théoricien, c'est ce qui m'intéresse. Non seulement on va reproduire l'intelligence humaine, mais on va être capable de la dépasser et d'aller bien au-delà de l'intelligence humaine telle qu'elle est caractérisée aujourd'hui. Et on pourra aussi reproduire nos émotions et la conscience. Moi, ce que je veux faire, c'est des machines qui seraient libres de vivre sans nous. Ça me semble nécessaire pour parler de conscience artificielle. Le cerveau a une manière de représenter l'incertitude du monde. Il est nécessaire pour nous de pouvoir trouver la clé
pas pour dupliquer l'humain, c'est pour comprendre. Bande-annonce de 5 nouvelles du cerveau, le nouveau film de Jean-Stéphane Bron, en salle aujourd'hui. Alors cette conscience comme fil rouge, pourquoi? Comment ça s'est imposé? Encore une fois, je pense que c'est parti de cette première affirmation, je dirais, d'Alexandre, qui était de dire, voilà, on va pouvoir reproduire nos émotions à la conscience, in silico, sur des machines. Et puis, je voulais pas qu'il ait un opposant à l'intérieur de sa propre histoire, mais que les histoires elles-mêmes dialoguent au fond et c'est comme ça que ce professeur Christophe Corr est arrivé, qui est voilà, aussi un grand neuroscientifique et qui s'intéresse à la conscience depuis très très longtemps. Donc voilà, c'était un peu et qui a un autre point de vue, on va dire. Justement, vous voulez nous présenter les 5 points de vue. Est-ce qu'on peut les résumer sans trop les stéréotyper? Mais vous avez évoqué, on va les entendre tous au fil de l'émission, Christophe Corr, mais on pourrait aussi parler de David Rutroff, notamment. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Il incarne une position qui est assez répandue aujourd'hui, qui est presque, enfin, qui est la position transhumaniste, je dirais, au sens très large, quoi, de dire si l'être humain, son sens, son passage sur Terre, etc., c'est aussi non pas dans comment dire, dans toutes les mythologies, il y a des dieux créateurs qui ont créé les hommes, l'univers, etc. Il y a une sorte d'inversion de cette proposition en disant, les hommes peuvent à leur tour créer des machines qui vont évoluer et qui vont coloniser l'univers, etc., etc. Donc ça, c'est un peu un point de vue presque poétique, je dirais, par rapport à un futur, mais c'est une idée. Ce qui m'a intéressé, c'est l'imaginaire que ça sous-tend, et aussi un imaginaire assez politique. Ça déploie une vision du monde, ça déploie une vision de l'homme, et c'est ça qui m'a intéressé dans chacune de ces histoires. Donc oui, Rudroff, il incarne ça d'une certaine manière. Et puis qui d'autre encore? On peut parler de Haute-Billard. Je dirais les 5, c'est toujours un rapport à la machine, c'est au sens large, ou à des agents. Voilà, un rapport à la machine, une façon de se positionner par rapport à ça. Il y a l'interface cerveau-machine, quelque chose qui va se développer dans un futur là, pour le coup assez proche. Il y a la question d'un projet de société sans travail, où on remplacerait par les robots les travaux les plus pénibles. Ça, c'est le projet, on va dire, le scénario Haute-Billard, qui est une roboticienne très, très connue. Et qui s'intéresse là en l'occurrence aux travaux, aux gestes extrêmement fins d'horloger, qu'elle essaye de comprendre comment est-ce que les deux mains en coordination fonctionnent. Et donc voilà, c'est à la fois à travers des travaux, puis à travers une sorte chaque fois un dialogue assez intime entre deux personnes. Alors on le disait, ce sont des chemins de pensée, et c'est un film axé sur l'idée du dialogue avec vos enfants, Alexandre Pouget, de scientifique à élève ou alors de médecin à patient. Il n'y a pas de certitude affichée. Et pourtant, il y a quand même de l'idéologie, non, en science, Alexandre Pouget. Il y a des croyances, en tout cas. C'est un drôle de terme, je dirais, de dire des croyances en science, parce que c'est justement l'idée, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que c'est le questionnement permanent depuis Descartes. On est dans le questionnement. Alors, est-ce qu'il y a des biais idéologiques, vous le diriez comme ça? Qu'est-ce qui vous distingue tous, les 5 points de vue aussi qui sont développés là? Des biais idéologiques, je ne sais pas. Oui, c'est sûr qu'on a chacun notre histoire. Dans mon cas, j'ai une éducation catholique juste à côté d'ici jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc c'est sûr que ça m'a façonné. Dans mon cas, peut-être une réaction même contre cette éducation. Bon, après, on essaye tant bien que mal de se débarrasser de ces biais idéologiques et d'avoir une approche beaucoup plus rationnelle. Je pense quand même que c'est un peu ce qui distingue le scientifique, justement, du reste de la population. En matière de connaissances, est-ce que vous diriez qu'on est à un moment charnière aujourd'hui ? Absolument. Oui, là, il y a un moment qui est absolument extraordinaire. D'abord, au niveau des neurosciences, c'est un peu comme, si vous voulez, la physique au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il fallait être physicien. Ils ont fait toutes les plus grandes découvertes qui ont absolument, totalement bouleversé nos connaissances. Et je pense qu'on est exactement au même moment, mais maintenant sur le cerveau. Et quand on y réfléchit, en tout cas pour moi, le cerveau, c'est la grande question scientifique. C'est la question ultime. Et donc, c'est extrêmement enthousiasmant d'être à un moment dans l'histoire où ça décolle. Et avec en parallèle le développement de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est absolument unique. Alors vous, pour bien comprendre, comment vous la travaillez cette question? Sur quoi vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre ou de découvrir?
Alors moi, je suis un théoricien, donc je lis beaucoup ce qu'on connaît sur le cerveau et j'essaye de transformer ça en équation. L'idée générale, c'est, si vous voulez une analogie, ce serait un peu comme si on vous donnait un ordinateur et que vous essayez de comprendre comment il marche. Donc vous n'allez pas essayer de comprendre comment ça fait du traitement de texte ou un jeu vidéo. Ce que vous allez essayer de comprendre, c'est comment marche le microprocesseur, parce que c'est le cœur de la machine et c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout le reste. Donc on fait un peu la même chose dans mon laboratoire, on essaie de comprendre les principes de fonctionnement des circuits neuronaux, sans s'intéresser forcément à une question particulière, et puis après on espère pouvoir généraliser à toutes les fonctions. La grande question que vous posez dès l'ouverture du film, Jean-Stéphane Bron, avec vos interlocuteurs, et notamment avec Alexandre Pouget et ce dialogue qu'il va ouvrir avec ses enfants et son fils, c'est est-ce que l'intelligence est le propre de l'homme? Quelle est votre réponse à vous, Alexandre Pouget, à cette question? Alors évidemment, dans le film, moi j'ai une réponse très catégorique et j'y crois beaucoup. Je pense que c'est absolument pas le propre de l'homme. Je crois qu'il faut voir que l'intelligence artificielle, il y a 60 ans, ça n'existait pas. Même il y a 40 ans, ça avait à peine décollé. Et là, en 40 ans, c'est juste absolument exceptionnel quand vous regardez autour de vous de ce qu'on a réussi à faire. En 40 ans, donc quand on imagine où ça va aller dans les siècles qui viennent, ça me paraît une évidence que effectivement c'est quelque chose qu'on va développer sur des systèmes artificiels. Mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle sera un jour la même, similaire à l'intelligence humaine? Est-ce que c'est ça le but aussi, d'essayer de lui donner les mêmes dimensions? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment eu un moment charnière dans l'histoire de l'intelligence artificielle, parce qu'au début on a essayé de tout faire à la main. Donc on voulait faire une machine qui joue aux échecs. Vous avez entendu parler de Deep Blue qui avait battu Kasparov. C'est littéralement fait à la main, c'est des experts qui ont programmé la machine. Mais après Deep Blue, en fait même avant Deep Blue, il y a eu des algorithmes d'apprentissage qui ont été développés. Donc tout d'un coup les machines peuvent apprendre et sans nous. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que ça veut dire qu'elles sont plus limitées par les performances humaines. Et là, évidemment, on ne sait plus où sont les limites. Dupliquer ou ne pas dupliquer, ou pourquoi le faire, d'ailleurs. C'est aussi cette question-là que vous soulevez dans le film. On va écouter les mots de David Rutherford, que vous évoquiez tout à l'heure, qui a une vision assez anglo-saxonne de la question, qui pense qu'on peut créer des machines qui vont peut-être nous dépasser ou qui seront une partie de nous. Il conçoit des systèmes inspirés, orientés vers l'humain pour contrôler les robots autonomes. On écoute un extrait. Ce robot-là, il s'intéresse à ce cube-là, il aime ce cube, donc quand il va vers ce cube-là, ça minimise son énergie libre. Celui-là, il est intéressé par ce cube-là, ça minimise son énergie libre. Mais par exemple, ce robot-là, il s'intéresse aussi à l'autre. Donc il essaye d'imaginer ce qui se passerait s'il était à la place de l'autre. Et puis il comprend, entre guillemets, que pour l'autre, ce cube-là, ça minimise l'énergie libre. Et comme il est influencé par l'autre, progressivement, lui-même, ses préférences changent. Alors il va avoir dans son champ de vision, dans son champ de conscience, ce cube-là qu'il aime encore, ce robot qu'il aime bien, et puis ce cube que l'autre robot aime bien, et du coup il commence à l'aimer. Et puis progressivement, il est tellement influencé par la situation sociale que les deux robots maintenant s'intéressent au même cube, et puis mutuellement imaginent ce que l'autre imagine, et c'est pour ça qu'ils entrent dans ce comportement d'attention conjointe. Donc le plaisir partagé, c'est mieux que le plaisir solitaire. Et ça, c'est une conséquence naturelle qu'on n'a pas mis a priori dans l'algorithme, mais qui est une conséquence naturelle de cet algorithme. Il y a des compagnies de robotique qui essaient de construire des robots qui ont l'air vivants, c'est leur objectif, en leur donnant une forme, une apparence humaine très similaire à la nôtre. Ça, c'est ni suffisant, ni nécessairement la meilleure stratégie. Vous voyez, ça, c'est un peu des boîtes de conserve, c'est un peu comme le petit robot Wall-E. Ce qui compte à la fin, c'est la façon dont ils sont gouvernés, en quelque sorte, l'esprit qui les gouverne. Et ça donne lieu à des comportements émergents qui ont l'air naturels. Alors là, on ne voit pas à la radio, Jean-Stéphane Bron. Si on pouvait voir, on comprendrait peut-être un peu mieux. Expliquez-nous la scène. La scène, c'est vraiment... Cette table avec ces petits Wall-E qui se baladent et qui... Comme il le dit, c'est des tout petits robots cubiques, Et ce qui m'a intéressé à la fois chez Rudroff, parce que il a une fragilité personnelle qui est, je trouvais, aussi intéressante et il en parle. Et donc, c'est aussi par ce biais intime qu'on comprend aussi qu'est-ce qui l'anime comme scientifique. Mais disons,
Ce qui est assez troublant là, c'est que c'est de façon très rudimentaire, très primitive, mais c'est des espèces de comportements sociaux qui ne sont pas, justement, ce que disait Alexandre, ne sont pas programmés. C'est-à-dire, il n'y a pas un programme qui leur dit de faire comme ça. Ils ont des compétences chacun, et en fait, en interaction, il se met à avoir des comportements non prévus, émergents. Donc, de façon très, très balbutiante, très rudimentaire, mais notamment ce phénomène d'attention conjointe, c'est-à-dire de regarder ce qu'on fait très souvent. Hein. On regarde ensemble quelque chose, et ça, c'était un truc qu'il n'avait pas prévu au départ. C'est pas quelque chose qui est programmé. Et donc là, il en tire évidemment des conclusions. Et ça, c'est le scénario, disons, dans le parcours émotionnel que je voulais faire au spectateur, faire vivre au spectateur. Il y a cette idée qu'on va partir très très loin. Et je pense que lui, il est vraiment comme ça, dans un futur très très lointain, on va dire. Et de revenir sur Terre aussi en disant un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en fait. C'est quoi un peu l'état des lieux, quoi, en fait. Où est-ce qu'on en est réellement. Et ça, c'est un peu la dernière histoire qui nous le dit. Il a un côté un peu savant fou quand vous l'entendez, quand vous regardez ça, ou ses intuitions sont quand même, vous intéressent, vous semblent bonnes aussi? Non, c'est pas savant fou. Il pose des questions qu'on se pose tous, en particulier sur les interactions sociales. Donc, par exemple, les neurosciences sur ces aspects-là sociaux, quelles sont les parties du cerveau qui sont responsables de nos comportements sociaux. On commence à de mieux en mieux les connaître, et donc on va être en position de pouvoir effectivement les répliquer dans des robots. Et je pense que à moyen terme, je pense vraiment d'ici quelques décennies, on aura des compagnons à la maison pour les personnes isolées ou des personnes pas forcément isolées d'ailleurs, qui auront des comportements sociaux, qui seront là pour nous aider, pour nous tenir compagnie. Donc je pense que c'est vraiment un futur qui n'est pas si éloigné que ça en fait. Et là, on est sur la question des comportements sociaux, sur la question des compétences, comme vous le disiez à l'instant. Se pose toujours la question des émotions. Est-ce qu'on peut insuffler aujourd'hui des émotions à des petites machines, à des robots ? Oui, alors je sais, c'est peut-être, il y a cette espèce d'idée que l'émotion, c'est quelque chose de complètement différent du rationnel, sans doute depuis Descartes. Et puis, le problème, c'est qu'on utilise le mot émotionnel comme l'opposé de rationnel. Or, aujourd'hui, quand on étudie les émotions, c'est pas du tout comme ça qu'on les étudie en neurosciences. On étudie les émotions comme, en fait, un espèce de résumé que le cerveau utilise pour guider son comportement. Donc, quand les émotions se comportent, je dirais normalement, en fait, c'est une aide énorme à la cognition, et il ne faut pas l'opposer à la cognition. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas d'émotions qui vont émerger dans ces machines. Par contre, je pense que dans le film, on en parle. J'ai mon collègue Zach Menen qui parle de l'autonomie et de l'importance de l'autonomie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va développer des êtres autonomes qui auront leur propre but, ça sera probablement impossible de faire ça sans avoir des notions d'émotion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise forcément pour en parler un vocabulaire humain, associé en tout cas à l'intelligence humaine ou aux émotions humaines, hein, l'idée du plaisir, de l'interactivité aussi qu'on peut trouver. Et on n'a pas d'autres mots pour le dire, donc on insuffle aussi des idées peut-être à travers ça. Et la question se pose avec les images pour vous, Jean-Stéphane Bron. Comment montrer le cerveau? Comment on filme le fonctionnement du cerveau? C'est compliqué, à moins de faire que de l'imagerie. Du coup, par quoi vous êtes passé? Justement, comme c'est quand même assez inaccessible, on s'est dit que moi mon idée, c'était c'était d'évoquer en fait plutôt que de montrer, parce que voilà, on est quand même dans un imaginaire de science-fiction, et plutôt que de se dire je vais être en compétition avec la fiction sur les images, c'était plutôt d'essayer de créer justement à travers ces dialogues, d'évoquer des choses qui existent en nous, et que ces images plutôt on les produise nous-mêmes en fait, sans qu'on ait à y faire face. Donc ça, c'était un peu la première idée, et puis surtout de l'aborder à travers des questions très humaines en fait, à travers des relations très simples, très humaines, compréhensibles, un père et un fils, un scientifique et un patient, un autre avec son chien. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une situation très simple pour justement pouvoir explorer des questions assez complexes. Et le film se termine justement, enfin disons le point d'arrivée. Vous parliez d'intelligence et d'émotion. Moi, je pose la question à la fin parce qu'il y a une sorte d'épilogue avec Alexandre et son fils, où il dit qu'il s'interroge sur le sens du mot aimer. Et pour moi, quand je regarde mon ordinateur tous les matins, je me dis, il n'est pas encore prêt de s'interroger sur le sens du mot aimer, et qu'il y a quelque chose là qui me rassure, et l'inconscient, et les biais, les lapsus, etc., etc. Je vois pas, voilà. Je me dis, pour l'instant, on en est quand même assez loin, même si je vois bien qu'il y a quelque chose qui est dans l'image, qui
l'imaginaire, je dirais, qui guide la science aujourd'hui, il nous propose ces scénarios. Ils conditionnent une partie de la recherche. Et disons, le film parle beaucoup de ça, parle beaucoup d'imaginaire et de ces scénarios-là, alors que le quotidien scientifique, des scientifiques, je crois qu'il est beaucoup plus... voilà, on cherche de l'argent, on mène une expérience, on essaie de la répéter, il faut convaincre plein de laboratoires, on travaille sur une question, ça ne marche pas tout de suite. Ça, c'est ça, le quotidien de la science, c'est ça. Et moi, je disais, j'ai pas filmé le quotidien de la science, j'ai filmé l'imaginaire qui anime ce quotidien, je dirais. Voilà, et l'ASF a nourri ces imaginaires. Oui, mais si je peux rebondir juste sur le sens du mot aimer. Sur aimer. Alors effectivement, aimer, c'est pas encore dans l'intelligence artificielle. On peut s'interroger pourquoi, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça émerge. Par contre, le plaisir, alors ça, c'est déjà totalement intégré. C'est-à-dire le plaisir, c'est associé à la notion de récompense. Et la notion de récompense est au cœur des algorithmes d'apprentissage d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des apprentissages par renforcement. Et vous avez peut-être entendu parler de AlphaGo, qui est un programme qui a été développé par la compagnie anglaise DeepMind, qui a battu le champion du monde au jeu de Go, qui est une espèce de jeu d'échecs encore plus compliqué. Et cet algorithme, il est entraîné purement par renforcement. C'est-à-dire d'une certaine manière par le plaisir. C'est le plaisir de jouer, le plaisir d'emporter la partie. Donc ces notions-là, elles sont déjà dans les systèmes, on les a déjà modélisées, elles sont directement inspirées par le fonctionnement des centres du plaisir du cerveau humain, qui sont des centres qui utilisent un neuromodulateur qu'on appelle la dopamine, et c'est littéralement des modèles mathématiques de ces structures neuronales. Alors, on évoquait aussi tout à l'heure le nom de Christophe Koch. Qui est-il ? Quelles sont les leçons aussi qu'il va tirer, si vous nous présentez, avant qu'on l'écoute, de l'état de santé de son chien ? Parce qu'on reparlait de nos failles. Chacun repart aussi quand même de son expérience personnelle. Bon, ça, c'est un peu l'imprévu du documentaire, de même que je ne savais pas qu'Alexandre avait un fils qui travaillait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Koch, je l'ai rencontré une première fois, puis une seconde fois, je vois qu'il a un chien, il a pas l'air d'aller très bien. Je sais qu'il a eu beaucoup de chiens dans sa vie, donc il a aussi écrit des livres sur la conscience où il parle des animaux et de la conscience animale. C'est un neuroscientifique, c'est un neurophysiologiste. Très reconnu. Enfin, je crois que voilà, c'est quelqu'un qui a une grande aura dans le monde des neurosciences. Et donc, je lui dis, voilà, il y a une histoire avec ce chien, peut-être. Et donc, j'apprends que le chien meurt. Et je lui dis, voilà, ce serait intéressant qu'on raconte en fait tout ce que tu as à dire sur la conscience à travers l'histoire de ce chien. Et il se trouve qu'il a repris le même chien, une sorte de clone. Et donc l'histoire se termine avec le nouveau chien petit, etc. Voilà, où l'histoire se poursuit. Donc j'essaie chaque fois de trouver une sorte de petit chemin pour que ces grandes idées, ces grands concepts puissent s'incarner sur des choses très, très simples et humaines, quoi. Alors on écoute ce nouvel extrait de 5 nouvelles du cerveau, le film de Jean-Stéphane Bron en salle aujourd'hui. Si vous pensez à Alexa, l'assistant personnel développé par Amazon, dans 20 ans, elle sera si perfectionnée que vous la confondrez avec votre mère ou votre compagne. Mais c'est très différent. On peut feindre la conscience, mais je crois que c'est un leurre. Alexa ne ressent rien. Elle peut feindre l'empathie, elle peut prétendre être une personne attentionnée, comme dans les messages d'attente. Navré de vous faire attendre. Mais il n'y a personne au bout du fil qui se soucie de nous réellement. Mais on veut échapper à la mort, alors on y croit. Et si on a des milliards à mettre là-dedans, bien sûr, c'est tentant. Voilà, on peut feindre la conscience, dit-il, mais la conscience, elle n'est pas réplicable, en tout cas. On peut feindre aussi l'empathie, mais elle n'est pas réelle. Oui, alors moi je connais très bien Christophe, on se connaît depuis, parce qu'il a démarré sa carrière un peu avant moi, et donc on se parle très souvent. Quand il fait des présentations sur la conscience, il dit autre chose, il dit qu'elle sera réplicable, mais que dans des systèmes biologiques. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il pense qu'elle n'est pas réplicable sur du silicone, en gros, sur des ordinateurs tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais quand vous l'interrogez, il est d'accord qu'on va y arriver, c'est juste qu'on n'est pas encore vraiment clair sur quel type de substrat il faudra pour la répliquer. Mais quand il dit qu'une machine ne peut pas se soucier de vous quand elle dit I'm sorry, moi je ne suis pas là-dessus, je ne comprends pas, je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir une machine qui va véritablement se soucier de vous et qui va se demander pourquoi il faut vous inquiéter de la situation dans laquelle vous êtes, comment je peux vous aider, et qu'à partir du moment où ces machines seront dirigées vers vous, essaieront de vous aider, les émotions vont émerger naturellement. J'avoue que je ne vois pas où est la limite, la barrière. Mais là j'ai l'impression de parler comme
comme votre fils, mais est-ce que c'est souhaitable finalement? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de cela? Pourquoi est-ce qu'on va pousser et l'état de nos connaissances, de la science, jusqu'à en arriver là? Alors, par exemple, avoir une personne qui se soucie de vous, je pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui dans le monde, enfin en France, et des millions dans le monde qui sont seuls chez eux, des personnes âgées en particulier. Et là, les applications sont immédiates. Aujourd'hui, on prend un chien, on prend un animal de compagnie. Si c'est une personne qui se comporte comme un être humain, pourquoi pas? Ça me paraît plutôt bénéfique pour la société. Et on pourra programmer ça alors, parce que peut-être que ça va mal tourner et qu'au final, ces applications, ces machines seront aussi égoïstes ou individualistes que nous le sommes aujourd'hui. La grosse distinction, on ne va pas les programmer, elles vont apprendre. Donc ça, c'est vrai. Et là, il y a un danger. Ça, c'est indéniable il faut que la société se penche en permanence sur ces questions, parce qu'il y a des questions d'éthique très profondes qui vont se poser. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Là, je crois qu'on peut spéculer, mais personne ne sait où on va aller. Quelle place pour ces questions-là dans les laboratoires ? Au quotidien, ça va vite, il faut chercher effectivement des budgets, on avance, on découvre, on teste, on comprend. Est-ce qu'on a le temps de se poser ces questions-là ? Alors, sur les aspects biologiques, ça fait longtemps qu'on se pose ces questions, parce qu'il faut savoir que, vous savez, il n'y a que 5% de votre patrimoine génétique qui est différent des singes. Donc il y a eu très très peu de modifications génétiques pour arriver à des résultats absolument phénoménaux au niveau des capacités cognitives. Donc évidemment, les biologistes sont tentés d'aller voir si on ne va pas trouver 2-3 autres gènes qu'on pourrait manipuler pour augmenter ça à toute vitesse. Bon, alors là, sur l'éthique en biologie, c'est déjà un sujet profond. En intelligence artificielle, je crois qu'on est un peu pris de vitesse, parce que ça a été tellement vite que personne ne l'a vu venir, mais ça commence à émerger. Alors mon fils, justement, est aujourd'hui en train de faire un master à Cambridge en Technology Policies, qui exactement se penche sur ces questions-là. Donc ça commence à venir. Une question sur la main, Jean-Stéphane Bron, dans ce film 5 nouvelles du cerveau, en salle aujourd'hui, film auquel vous participez, vous, Alexandre Pouget, neuroscientifique, professeur à l'Université de Genève. Une question sur la place que vous donnez à la main. Comment est-elle arrivée dans le film ? Comment elle le termine, mais aussi quelle place elle y prend ? Comment on passe du cerveau à la main ? C'est un peu le chemin, disons, il y a une sorte d'arc, on va dire, on commence par cette matière, donc moi je voulais vraiment montrer, donc on commence, pour le dire aux auditeurs, sur un cerveau, un vrai cerveau, quoi, qu'on a mis dans de la glace et que je pensais que c'était important de regarder une fois, et puis après on referme cette image et puis on part dans les idées au fond. Mais effectivement on passe du cerveau à la main parce qu'elle est un peu une sorte de fil conducteur aussi. On a beaucoup filmé en fait, non seulement des gens qui pensent, qui disent des choses, qui expriment des idées. Mais on a aussi beaucoup essayé de filmer le mouvement, en fait, le geste. Les gens avancent, les gens marchent, les gens vont à quelque part, font du sport, etc., etc. Et c'était aussi une idée que on pense aussi avec ses mains, quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi on est aussi en mouvement, quoi. Et on finit sur une main dans la grotte Chauvet. Ça c'est une idée qui a émergé. Pas tout seul. Il y a plus d'idées dans deux cerveaux que dans un seul. C'est une discussion avec Alexandre qui se posait la question. On était à un coucher de soleil, il discutait avec un de ses collègues à San Diego, et il dit, je me demande qu'est-ce qu'il faudra mettre dans une intelligence artificielle pour que elle est l'idée de mettre une trace, de laisser une trace. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est cette idée de la trace, en fait, parce qu'il y a un texte en philo justement sur ces premières traces symboliques, ces dessins pariétaux. Mais texte de qui ? De bataille ? Honnêtement, je sais plus, mais c'est l'idée que c'est vraiment la première fois qu'on se représente, c'est la première fois qu'on se représente et qu'on se pense d'une certaine manière. Et je trouvais ça assez génial de se dire, tiens, c'est à la fois l'outil, c'est à la fois l'art, enfin, je sais pas comment dire, il y a toute une... Et puis on finit, sur toutes ces questions, comme je disais tout à l'heure, sur la question de s'interroger sur le sens du mot aimer et sur ses dessins.
Sur cette question de la trace, et en même temps, la science-fiction, elle s'est toujours nourrie aussi de ces questions-là, hein, de la question de nos origines, de la question de la mémoire. En fait, on termine avec ce par quoi on a commencé, en fait, hein, la réflexion. Alexandre Pouget. Oui, tout à fait. Moi j'adore le fait que le film se termine là-dessus, parce que pour moi, Chauvet, c'est non seulement la trace, mais c'est aussi le début du questionnement. On parlait d'une révolution à l'heure actuelle. Je crois que c'est une des premières grandes révolutions de l'humanité, quand ils se mettent à peindre dans ces grottes. Et à chaque fois que j'y vais, personnellement, je ressens vraiment ces questions existentielles qui ressortent, et on voit des êtres humains qui sont face à ces questions et qui, tout d'un coup, les expriment avec ces peintures, et puis effectivement, qui laissent même leurs traces à eux. Pour moi, c'est extrêmement émouvant. Donc, j'ai trouvé que c'est une magnifique conclusion au film. Voilà, et ça passe par la complexité des mouvements de la main, et notamment avec les fameux horlogers suisses. Et rappelons que vous l'êtes tous les deux suisses helvétiques. Donc, on y retourne. Non, pas moi. Pas vous? Ah non, mais vous enseignez à l'Université de Genève. J'ai grandi à 15 minutes de la maison de la radio. Bon, vous nous venez pourtant de Genève aujourd'hui ou hier soir, et vous avez travaillé avec les scientifiques suisses. On va écouter Aude Billard, si vous le voulez bien. Si les machines peuvent effectivement prendre le travail qu'on a donné à certains êtres humains, et c'est surtout pas dans nos pays, c'est principalement parce que ça fait un siècle qu'on traite les gens comme des machines. Et le problème, il est là. Le problème, il est qu'on a donné en fait un travail à faire aux êtres humains qui n'est pas digne de l'être humain, qui est de placer des choses. Il n'y a aucune intelligence à ça. C'est du mouvement mécanique qui est d'ailleurs extrêmement pénible, pour lequel le corps humain n'est pas fait. Tous les êtres humains, quasi sans exception, sont extrêmement intelligents. Et ce qu'ils détestent justement, c'est la routine. Et en fait, on les force souvent à être dans une routine qui est alors parfaite pour les robots. Eux, ils sont très bons, ils adorent ça. Donc c'est ça déjà le problème en amont, c'est de ne pas utiliser le cerveau humain pour ce à quoi il est bon. Voilà, et on voulait terminer avec ce témoignage d'Aude Billard, parce que c'est passionnant en fait, la question, elle renverse complètement le paradigme. Est-ce qu'il faut utiliser le cerveau, l'intelligence pourquoi en fait, hein? Elle est bonne, elle est utile, cette intelligence, à être travaillée. Est-ce que nos cerveaux jusqu'ici sont mal utilisés? Moi, elle conclut pas le film parce qu'il y a encore un épilogue après, mais je trouve intéressant d'avoir ce point de vue qui est assez politique, directement politique. Et voilà, c'est une roboticienne qui est une grande scientifique, et qui en même temps, effectivement, nous rappelle en fait que capturer un geste aussi simple que se servir de quelque chose qu'on fait automatiquement sans même se poser de questions, etc. Aujourd'hui, comme elle le dit, le mettre dans la tête d'un robot, c'est pas si simple. Et voilà. Est-ce qu'à la fin du tournage, Jean-Stéphane Bron, vous étiez rassuré? Est-ce que vous avez le sentiment que les scientifiques, les neuroscientifiques ont la maîtrise de la situation? Est-ce que le scénario de science-fiction, des robots rivaux qui vont tous nous manger, sont le fruit de notre imagination? Non, ça en tout cas, j'y crois pas. Disons, l'idée de la machine qui échappe, qui se retourne contre son créateur, ça, je pense vraiment, j'y crois pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais il y en a un ou deux autres qui sont notamment la capacité en fait de très grands groupes qu'on connaît aujourd'hui, Amazon, Google, etc., qui investissent des milliards en fait dans la recherche, qui aussi captent des très grands scientifiques, qui ont tout à coup des moyens très importants. Là, il y a quelque chose, il y a un changement de paradigme qui me semble, une discussion collective à avoir autour de ces grandes questions. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Stéphane Bron, 5 nouvelles du cerveau, c'est votre nouveau film documentaire à voir en salle aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Alexandre Pouget, d'être venu nous éclairer, d'être venu nous en parler. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées aujourd'hui, Henri Leblanc qui a programmé La Grande Table Culture, préparée par Violaine Malstaff. À la réalisation, c'était Thomas Beau.